Je crois que le compromis, c'est on est obligé au compromis. On est obligé au compromis. Je ne pense pas que les gens font de leur propre chef au compromis. Nous n'avons pas un peu cette culture. En même temps, c'est très angélique cette affaire-là. Je crois que les gens sont obligés au compromis. Mais il y a des événements qui font que collectivement, on se sent obligé au compromis. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de la sorte de ce qui se passe. Hein. Même si les gens sont inquiets, je crois que les gens sentent l'obligation du compromis. L'obligation du compromis. Je crois que, pour revenir un tout petit peu en arrière, j'utiliserai un peu des mots abstraits, vous m'excuserez, mais c'est des mots qui vont servir par la suite pour l'analyse. Je crois que la révolution, c'est un grand phénomène de déstratification de tas de choses. Tas de choses ont été stratifiées pendant des années et des années. Et la révolution ou le soulèvement, c'est un phénomène intense de déstratification. Après, bien sûr, vient un moment de restratification. Et la transition, n'est autre qu'une tentative de restratifier autrement les institutions, les rapports entre les institutions, le rapport entre l'État et la société, etc. Après, bien sûr, le processus de restratification nécessite des machines et des acteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est justement en peine par rapport à ces machines et à ces acteurs. D'abord parce qu'il y a eu un grand malentendu entre les acteurs qui ont déstratifié et les acteurs qui se proposent de restratifier. Ça, c'est vraiment un premier grand malentendu. Le deuxième malentendu, c'est que restratifier nécessitait une machine sophistiquée dans le sens politique, bâtie sur le consensus. Je crois que ceux qui ont codé le processus de transition en termes législatifs ont proposé des machines conçues par rapport à la question du consensus. Je m'explique. Vous prenez par exemple la Constitution où la Constitution aujourd'hui est basée sur est constituée d'abord de corps politiques hétéroclites et deuxièmement, sa décision est bâtie aussi sur le consensus. Donc vous avez grosso modo des dialectiques très difficiles à gérer entre minorité et majorité. Établir un texte sur la base du consensus, c'est une voie de la transition, mais en même temps aussi il fallait gouverner cette transition, la diriger. Et donc vous avez un peu l'emballement de la machine. D'un côté, la machine est conçue sur le consensus, de l'autre côté, le mouvement lui-même ne vit pas justement du consensus, mais vit du dissensus. On est arrivé aujourd'hui à des postures de défiance, de méfiance. Donc, proposer cette transition sur la base quasi textuelle du consensus. Le consensus, ici, ce n'est pas une idée abstraite, elle est inscrite dans la loi. C'est-à-dire, il y a des systèmes de vote, des systèmes d'élaboration, des mécanismes qui font qu'on est obligé au consensus. Dès que vous mettez des gens ensemble dans un colloque, ils sont obligés de calculer. Donc c'est pas heurtant que les gens calculent. Ce qui est important, c'est que les gens comment calculent. C'est vraiment. C'est pas de la langue de bois, c'est comment les gens calculent, sur la base de quoi ils calculent. Alors vous allez avoir des petits calculs et vous allez avoir des grands calculs. Les petits calculs, ça veut dire j'anticipe le coup d'après, entre parenthèses, dès ce calcul actuel. Et les grands calculs, c'est que finalement, j'essaie de mettre en place un dispositif, une machine, une institution qui va par la suite permettre à ce que les règles de jeu soient respectées. Donc on peut bien sûr partir sur un débat, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais le colloque lui-même a été basé sur le calcul, c'est-à-dire le nombre de votants. À un moment donné, vous prenez la volonté collective, vous la mettez dans des calculatrices. Donc ça, il y a eu toujours des débats autour des modes de scrutin, comment faire passer une volonté populaire dans une machine de vote qui soit la plus juste possible. Donc il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de débats là-dessus. Et par rapport à l'ISI, par exemple, il y a bien sûr cette idée qu'il y a eu calcul. Et c'est pas heurtant en soi, ce qui compte, c'est que comment ça a été calculé. Donc je suis plus prêt à entendre
l'idée que ça a été mal fait ou bien fait, mais calcul, c'est quelque chose de nécessaire et de fondamental. Justement, pour ne pas être dans des abstractions, aujourd'hui c'est une transaction pour des garanties. Voilà ce que je te donne, voilà quand est-ce que je quitte le gouvernement, voilà quand est-ce que le gouvernement de compétence nationale doit reprendre les choses, voilà la personnalité qui va par la suite donc achever le T3, la transition 3. Tout ça c'est vraiment donc, qu'on donne une prolongation à ce processus, qu'il soit clôturé et qu'on négocie un peu la prochaine étape. Avec une remarque de taille, c'est que ce temps-là d'incertitude et d'obligation en consensus va perdurer les prochaines années. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement être obligé de clôturer le processus actuel, c'est aussi être obligé de négocier le temps à venir de quelques années, parce que les transformations aujourd'hui que vit la Réunion, ce sont des transformations radicales. Quand on va au consensus, on y va obligé. Des deux bords. Et ça, vous voyez, quand vous avez un événement, vous pouvez le faire évoluer, avancer, c'est-à-dire le faire épanouir dans un sens ou dans l'autre. Prenez l'événement égyptien. Vous pouvez dire, oui, ce qui va se passer en Tunisie, c'est un deuxième inqilab, comme ça s'est passé en Égypte, parce qu'il y a un veto sur la participation ou le fait que l'islam politique aujourd'hui gouverne tel ou tel pays. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une opposition qui dit on va reproduire un peu le scénario égyptien et donc on va, une fois pour toutes, évacuer l'hypothèse islam politique. Mais vous pouvez, ça c'est une manière de prendre un événement, de l'importer dans le sens de la pensée, dans le sens de l'action politique. Mais vous avez aussi une autre manière de l'importer en disant comment conjurer ce qui s'est passé en Égypte. Et d'ailleurs des deux bords. Je parle un peu des Nada et des familles proches des Nada. On peut dire que, grosso modo, le pays aujourd'hui n'est pas prêt à payer un prix où l'islam politique a les rênes exclusives du pouvoir. Et c'est pas parce que c'est un pays qui n'aime pas les Nada. Non, parce que c'est un pays qui a une intelligence qui dit avoir Ennahda au pouvoir et d'une manière exclusive, c'est coûteux pour le pays. On n'en est pas encore là. Coûteux pour le pays à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous pouvez aussi, de l'autre côté de l'opposition séculière, dire que finalement, est-ce que c'est le prix à payer pour minimiser la présence de l'islam politique et faire capoter complètement le processus de transition démocratique? Quel résultat? Il est très beau le résultat. C'est se nier en tant que démocrate. Donc, vous avez deux manières de convoquer l'événement égyptien qui font que l'un dit « Ok, je pense que globalement les Tunisiens ne sont pas prêts aujourd'hui à payer le prix, à défendre, il faut le dire clairement, à défendre que notre démocratie peut se payer le luxe d'un islam politique seul au pouvoir. » Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi convoquer l'événement égyptien en disant que finalement, c'est une strate sociale qui doit avoir sa représentation politique. Et nier la représentation politique d'une strate sociale, c'est être dans quelque chose de quasi artificiel et industriel, c'est-à-dire un engineering artificiel de la société. Et là, vous êtes fondamentalement dans la répression. Quand vous commencez à tracer la société, vous êtes dans la répression. La strate dont vous parlez, c'est la strate du conservatisme. Du conservatisme dans ce pays, dans beaucoup de pays. Et donc, est-ce que les deux acteurs peuvent convoquer l'événement égyptien de telle manière que un dit je dois être présent, mais dans la participation, dans le consensus, et l'autre dit écoutez, quand même, on n'a pas la possibilité d'exclure les représentants du strate, mais à condition de trier dans les représentants. Parce que la strate peut être aussi représentée par telle ou telle famille politique. Une même strate les porte-paroles du strate vont de vraiment des ultras vers ce qu'on appelle un peu les modérés. Et donc quand tu strates aujourd'hui, c'est la chance de Tunisie, quand tu strates aujourd'hui, élabore de plus en plus une version modérée de représentants, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour le pays.
le concepteur ou les concepteurs disent que la Constitution, c'est une Constitution pour tous les Tunisiens. Et donc la représentation dans ce colloque que constitue la Constitution est une représentation qui doit non seulement dégager une pseudo-majorité, mais favoriser aussi la représentation des autres sensibilités, des autres pensées. Donc c'est comme ça que le colloque a été installé sur la base du consensus. Je laisse à côté les pensées que ce sont des mécanismes qui avaient pour but de ralentir une mouvance. Non, je reste sur plutôt des pensées positives. On dit une constitution, c'est un texte qui concerne tous les Tunisiens, il doit être élaboré dans le consensus. Donc j'élabore et je fonde une constituante où vraiment il y a plusieurs représentants de la société tunisienne. Et plus loin, j'élabore aussi des mécanismes qui sont basés sur le consensus. Quand on vit en société, il y a l'émergence de nouveaux phénomènes. Mais tous les phénomènes n'ont pas la possibilité de s'inscrire dans un parlement politique, par exemple une constitution, une loi. Comme s'il y a des phénomènes qui d'abord émergent dans la société et par la suite trouvent traduction légale ou législative ou constitutionnelle. Donc les gens amalgament un peu le fait que des phénomènes de société n'arrivent pas à acquérir au statut légal. Si je vous donne l'exemple de questions sociétales, par exemple, l'homosexualité. L'homosexualité dans les pays occidentaux jusqu'en 1984, le DSM-4 par exemple, le livre statistique sur les maladies psychiatriques, considérait l'homosexualité comme une maladie. Donc voilà donc une considération sociologique d'une question. Alors bien sûr à cette époque-là, le phénomène bien sûr homo il existait et il était toléré dans ces sociétés-là, mais il n'avait pas encore le statut politique. J'utilise exprès cet exemple. Donc ce que je dis par là, c'est que il y a des phénomènes de société qui n'arrivent pas, grâce justement aux mécanismes de société, à avoir une traduction légale. Et les gens, quand ils parlent, ils amalgament un peu les deux types de parlement. C'est normal que les gens, excusez-moi, se font la guerre pour que des phénomènes de société n'accèdent pas au statut légal. Moi, personnellement, je porte un jugement plutôt favorable, équilibré sur la capacité de la Constitution, en tout cas celle du 1er juin, à pouvoir intégrer le maximum d'êtres tunisiens. Non, on va le voir d'ailleurs. Enfin, s'il s'est voté et que ça passe en référendum, on va voir. Sûrement que ça ne sera pas 100%, sûrement. Mais je vous assure, on peut se rappeler un peu. Si c'est voté par référendum, je pense que ça remportera la majorité des votes des citoyens tunisiens. Ça reste quand même un texte. C'est pas moi qui le dis, la commission de Venise le dit, beaucoup d'experts le disent. Il y a quelque chose, à mon avis, à peu près une vingtaine de points, entre 10 et 20 points qu'il faut régler. Et je crois qu'il y a un texte qui peut nous aider à travailler les prochaines années, sauf le rapport entre le président de la République et le président du gouvernement, ça va être un grand chantier.